Bonjour, pour ceux qui sont en visio. Bon, je vous ai salué, bonjour. Bienvenue au CJD, merci d'être présents, vous et tous. Je vais vous faire une rapide micro-présentation du CJD. Donc, CJD, on est une association de loi 1901, composée de 6000 dirigeants d'entreprise, donc on représente bien les dirigeants d'entreprise. Le CJD est structuré en sections locales, donc on a des sections dans chaque grande ville de France, 128 sections locales. On a 17 régions et on a la tête de réseau que je préside. Euh, En gros, pour vous faire un petit état des lieux des membres, alors vous les trouverez dans les dossiers que vous avez. On a 17% des services aux entreprises, aux particuliers, collectivités, 15% dans le BTP, donc on représente un peu tous les secteurs d'activité au CGD. Le CGD a trois casquettes. Je suis désolé, je tourne le dos. Le CGD a trois casquettes. Une première casquette, c'est l'école du dirigeant. L'école du dirigeant qui est déclinée en sections sur le terrain, dans les sections locales. Chaque section organise un certain nombre de commissions de travail qui se déroulent sur toute l'année, qui sont pilotées par des membres qui ont été formés, donc des commissions de travail qui peuvent être aussi bien sur les modèles économiques que sur la performance globale, que la mise en place de stratégies, etc. Le CGD a aussi son propre organisme de formation donc, qui s'appelle ETAP. On dispense 70 000 heures de formation par an à peu près à nos membres. Donc c'est la première casquette, l'école du dirigeant. Deuxième casquette, le mouvement, le côté militant du mouvement. L'intention du CJD depuis le départ, c'était de réconcilier le salariat et le patronat. Donc, CJD date de 1938, et depuis 1938, on s'attelle vraiment à œuvrer sur le plan social et sociétal, avec un certain nombre d'interventions ou d'actions qui ont été mises en place. Un très rapide historique pour vous donner un peu la philosophie du mouvement. En 1953, le CJD a revendiqué la création de l'assurance chômage. C'est en 1953. La CEDIC a été créée en 1958. En 65, le CGD s'est engagé en faveur de la participation des salariés aux fruits de l'entreprise et en faveur de la reconnaissance des sections syndicales d'entreprise. En 75, nous avons milité pour la formation à alternance, qui était illégale à l'époque, là où le patronat et les enseignants ont été totalement opposés à l'idée. Fin des années 90, on a souhaité expérimenter les 35 heures au CJD, alors qu'évidemment le patronat n'était pas trop d'accord. En 97, et là c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en 97, on a participé avec 19 autres organismes au premier Tour de France de la semaine de 4 jours. Donc ça remonte à 97. Dans les années 2000, le CGD a commencé à mettre en place la performance globale, donc l'ancêtre de la RSE. La performance globale qui est encore au cœur de notre vision, notre mission aujourd'hui, donc pour que la performance économique soit au service de la performance sociale, sociétale, environnementale. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet de fond au CGD. On œuvre aussi sur le conditionnement des aides aux entreprises pour les conditionner au respect des engagements climat, pardon. Un point très important, nous ne sommes pas un syndicat, et nous sommes apartisans. Très, très important. On est profondément politique, au sens d'œuvrer pour la vie de la cité, mais on est totalement apartisan. C'est la deuxième casquette, la casquette militante, et la troisième casquette qui est le côté action tank. Donc on est au-delà d'inventer des modèles, des idées, etc. On a la chance d'avoir 6000 TPE, PME qui peuvent expérimenter. Donc, le côté action tank, c'est vraiment ça, c'est l'expérimentation, comme celle dont on va parler aujourd'hui, sur la semaine de 4 jours. On en a parlé un petit peu avec vous pendant la pause café, pendant le café, là. On a des dirigeants qui ont des idées, qui mettent en place dans leurs entreprises, qui remontent à la tête de réseau et que derrière, on peut challenger pour peut-être les déployer ailleurs. Et c'est quelque chose qui est très fort chez nos membres, c'est le côté expérimentation sociale notamment, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Les premiers dirigeants à avoir mis en place la semaine de 4 jours au CJD, ça remonte aux années 2000 à peu près. Le sujet est remonté sur la table il y a 3-4 ans dans c'était une tribune, je crois, qui était parue, ou en tout cas un article qui est paru dans la presse, et qui a commencé à faire un peu grincer le mouvement, puisqu'il parlait de semaine de 4 jours. Il y a eu des débats sur le sujet, et on s'est dit que peut-être il pourrait être intéressant de structurer un peu ce sujet, structurer la réflexion et mettre en place une expérimentation. Donc on a décidé de lancer cette expérimentation pour identifier les bénéfices et les contraintes de la mise en place de la semaine de 4 jours.
Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré la région Occitanie qui, dans le cadre de son pacte pour l'embauche, a accepté de soutenir le projet. Donc déjà, merci à la région Occitanie. Donc on est ravis aujourd'hui d'être là pour vous présenter les résultats de cette expérimentation qui s'est étalée sur 18 mois, qui a concerné un certain nombre d'entreprises dont les membres dont les dirigeants sont membres du mouvement. Je vais vous laisser la parole dans un instant. Juste pour mettre dans le contexte, au-delà d'expérimentation sur 18 mois, on a lancé un baromètre il y a quelques semaines auprès de nos 6000 membres. Vous avez les résultats du baromètre normalement dans le dossier. Sur les 6000 membres, on a 647 ou 649 réponses, donc quand même un échantillon assez important. Et sur ces 649 dirigeants qui ont répondu, on en a 29% qui nous disent être passés à la semaine de 4 jours. Donc on commence quand même à avoir un échantillon relativement large de membres qui sont passés à ces semaines de 4 jours. Alors, semaine de 4 jours ou semaine en 4 jours, puisqu'il y a quand même il y a une partie qui indique qu'ils sont passés à la semaine de 4 jours en gardant les 35 heures. Donc, vous aurez toutes les stats dans le dossier. Ce qui est important pour moi, en tant que dirigeant, c'est de mettre le doigt sur un aspect. C'est l'aspect chiffre d'affaires, parce que souvent, on imagine que semaine de 4 jours égale conséquences dramatiques sur le chiffre d'affaires. C'est souvent l'image, le raccourci qui est fait. La grosse majorité des dirigeants qui ont répondu au baromètre indiquent clairement n'avoir eu aucun impact de chiffre d'affaires. Ça, c'est la majorité. Pour ceux qui ont eu un impact de chiffre d'affaires, il y a plus de dirigeants qui ont un impact positif que de dirigeants qui ont un impact négatif. Donc, en gros, soit le chiffre d'affaires est resté stable, soit il a augmenté, et dans une petite minorité des cas, il a baissé. On va revenir à l'expérimentation. Je vais vous laisser la parole. Merci, Monsieur Fenadila, d'être présent déjà, parce qu'effectivement, avec le contexte de grève, c'est un challenge d'arriver à Paris. Donc, Monsieur Fenadila, vice-président de la région Occitanie, délégué à l'économie, emploi, l'innovation, à la réindustrialisation. Merci d'être présent. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Mais je vais être assez succinct parce que vous êtes venu à connaître les résultats un petit peu de cette expérimentation, mais te dire le cadre dans lequel on a collaboré et l'intérêt de la région Occitanie qui expérimente beaucoup de choses, dont cette semaine des 4 jours. Nous voulons transformer notre économie. On s'est donné ce challenge, transformer notre économie, bien sûr, eu égard à tout ce qui s'est passé depuis la crise Covid, dans le contexte géopolitique assez bousculé, et aujourd'hui, une politique nationale même qui est bousculée. Et donc, 3 leviers, je les rappelle, sont les détaillés. On a identifié un levier, c'est l'urgence climatique, donc un levier environnemental, pour que toutes les entreprises, nos entreprises, prennent en compte ce levier qui est pour nous extrêmement majeur, et on a on va dire des mesurables. Le deuxième levier, qui n'est pas négligeable, mais qui passe sous les radars, c'est le levier technologique et technique. Et dedans, on met tous les aspects productivité, compétitivité, et donc ça veut dire robotisation, cobotisation, intelligence artificielle, avec l'avènement de ça qui inquiète, mais qui donne aussi de gros espoirs, la cybersécurité, et j'en passe, donc tout ce qui concerne la technologie pour qu'on reste compétitif dans un concert, on va dire, de compétition internationale, et aussi pour garder nos emplois, et là, on parle de réindustrialisation et de souveraineté. Le troisième levier qui est très important et qui nous concerne aujourd'hui, c'est le levier social et sociétal. Nous avons bien sûr identifié l'importance de cette quête de sens qui a été appelée non seulement par les jeunes, mais par l'ensemble, on va dire, des personnes en activité et même des autres. Et donc, cet équilibre vie professionnelle, vie privée. Et on est allé plus loin sur des notions de partage de la valeur. Il n'y a plus de tabou. On est allé plus loin sur la condition de travail. On est allé plus loin sur, bien sûr, comment aider les entreprises à être plus attractives, à développer leur marque employeur, parce qu'il y a des secteurs entiers qui ont perdu des salariés et qui se sont retrouvés en difficulté post-Covid. Et puis, on a aussi parlé des problématiques de féminisation d'un certain nombre de métiers, par exemple dans l'industrie, dans le numérique, l'accès aux décisions, c'est-à-dire aux postes de décision de femmes, parce qu'on a estimé que ce n'est pas le cas aujourd'hui, dans la gouvernance opérationnelle et décisive. Et puis, la lutte contre toutes les formes de discrimination. Je dis bien toutes les formes de discrimination,
pas seulement le handicap, l'agisme, les orientations sexuelles, etc. Donc là aussi, on a fait un travail. Donc, voilà les trois volets. Si je fais le zoom sur le troisième volet qui nous concerne aujourd'hui, donc on expérimente tout ce qu'on peut pour pouvoir voir, vous avez parlé tout à l'heure de la conditionnalité de nos aides. C'est déjà une réalité en Occitanie, avec un impact score qu'on a établi et qui permet, qui oblige, je dis bien qui oblige toute entreprise qui demande une aide de la région à faire l'autodiagnostic, donc un diagnostic, et à avoir son impact score. Attention, à l'heure de l'expérimentation, l'impact score n'oblige pas, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir un bon score pour pouvoir accéder au financement, mais on est obligé de faire l'autodiagnostic pour savoir où on en est de mesurer donc, sa maturité dans ce domaine. Ça veut dire qu'on peut avoir un bon score, ne pas avoir le financement, et on peut avoir un mauvais score et avoir quand même le financement. Les deux sont décorrélés aujourd'hui. Et on veut aller vers quelque chose de plus contraignant à l'avenir, évidemment, pour que la transformation soit réelle. Et puis, donc, on a mis en place ce qu'on a appelé le pacte pour l'embauche, avec 55 partenaires, mais vous retrouvez les syndicats professionnels, syndicats salariés, syndicats patronaux, les départements, un certain nombre d'associations très actives dans le domaine des mobilités, du logement, de l'aide, du coaching, enfin 54 partenaires qui se sont liés en pacte pour une seule raison, dire on va enlever tous les freins exogènes à une relation entre un demandeur d'emploi et une entreprise. Quelqu'un qui trouve un travail, qui s'est mis d'accord avec entre salarié et on va dire un demandeur d'emploi et entreprise, on va essayer de lever tous les freins. Et on en a identifié trois. Les freins, ce qu'on appelle externes, c'est-à-dire la mobilité, je ne peux pas y aller, me rendre au travail, ça veut dire la garde d'enfants, ça peut vouloir dire le logement, ça peut être une formation spécifique, ça, tout ce qui est exogène. On aide et on finance, et c'est plus de 120 000 demandeurs d'emploi qui ont été financés par la région dans ce cadre-là, et dans lequel à peu près 60 000 concernant les logements, 1 000 concernant les mobilités, et à peu près 9 000 personnes ont été financées pour la garde d'enfants, leur permettre de prendre un travail, de reprendre leur travail. Et puis, on a donné aussi tout ce qu'on appelle des freins internes, c'est-à-dire tout ce qui est attractivité, on l'a dit, tout ce qui est le travail sexué, tout ce qui est justement conditions de travail, justement, dans lesquelles on va essayer de trouver comment aider l'entreprise à avoir un travail de qualité et dans lequel il y a cette expérimentation des 4 jours. Et puis, il y a ce qu'on appelle les freins de parcours, ça veut dire des gens qui s'autocensurent par manque de confiance, parce qu'ils ne sont pas outillés. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Et on a accompagné un grand nombre, et plus de 3000 demandeurs d'emploi ont été coachés par des personnes qualifiées pour justement de la confiance en soi, pour avoir, on va dire, les outils, pour les outiller pour le monde du travail, le monde professionnel. Voilà un petit peu, donc, en quelques chiffres et quelques, on va dire, de manière macro, le travail qui est fait. Et on est ravis de ce partenariat. On a cofinancé cette expérimentation parce qu'on a d'abord confiance en CGD, son action, on le connaît très bien, ils sont très actifs dans notre région. Et puis, on a estimé qu'il nous faut une vraie expérimentation et un retour du terrain pour pouvoir mesurer, bien sûr, les effets bénéfiques, c'est ce qu'on espère, mais aussi les points d'attention, de vigilance et d'amélioration qu'on pourrait apporter. Et je suis tout autant curieux que vous de connaître les résultats de cette enquête. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre si besoin. Merci. Merci. Je vais prendre la suite. Pour me présenter, alors, je suis Christelle Didier, je suis responsable de programme RSE au CJD. Et j'ai eu le plaisir de copiloter l'expérimentation d'Occitanie avec mon binôme, justement, Philippe Comtasso, qui est chargé de mission à l'ARACT, donc l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et Philippe, je vais commencer par te donner la parole en te demandant si tu peux justement nous présenter la méthode qu'on a déployée ensemble avec les entreprises du CJD pour la semaine de 4 jours. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, ravi, désolé d'être à distance et en même temps ravi de pouvoir contribuer à cette conférence de presse, puis à ce retour d'expérience, parce que c'était quand même une belle opportunité rare d'avoir sur un territoire, dans le cadre du pacte pour l'embauche, 12 entreprises, 12 dirigeants qui ont dit OK, on va oser, on va se dire why not,
va expérimenter peut-être, on va se poser des questions pour avancer sur la semaine de 4 jours. Alors, on s'était donné des repères en termes de méthode, hein, de conduite de projet avec le CJD, avec Christelle. Et puis, il y a pas mal de choses qu'on a appris au fil de l'eau en travaillant directement avec les dirigeants. Alors, en termes de méthode, on est parti sur un premier point, c'est un travail avec les dirigeants. C'est-à-dire que la semaine de 4 jours, c'est avant tout une question de dirigeants. Autant euh, dans l'introduction, M. Andréo disait, mais on était en avance. Ben, là, on n'est pas sur des réductions ou des organisations du temps de travail qui sont mises en avant par des aspects réglementaires, hein. On avait 12 entreprises volontaires qui se posaient la question. Et donc, le travail avec les dirigeants, c'était d'explorer leurs enjeux, pourquoi ils avaient envie d'aller sur ce sujet. Alors là-dessus, bon, on a eu des questions, bien sûr, d'attractivité, de conditions de travail, de volonté d'innovation. On avait aussi des enjeux de performance qui étaient mis en avant, hein. C'est de mieux organiser le temps de travail. Ça peut être favorable à mon activité, à ma performance. Ce travail avec les dirigeants aussi, il devait permettre d'identifier est-ce que c'est jouable dans l'organisation? Et on s'est rendu compte qu'il y avait des conditions pour pouvoir s'engager dans ce type d'expérimentation, hein. Il y a des questions sur le niveau de maturité de l'entreprise, hein. On a eu des entreprises qui étaient en fort développement pour qui ce n'était pas du tout le moment de s'engager là-dessus. Donc voilà, voir si c'était le moment, si ça correspondait aussi à la culture d'entreprise. Parce que parler du temps de travail, de l'organisation du temps de travail sur 4 jours, ben, c'est un objet de dialogue social, hein, réglementairement. Et au-delà, c'est un objet de travail avec les équipes. Ça se construit collectivement. Et donc, ça suppose une habitude de discussion, de travail avec les équipes et la volonté de s'engager sur ce terrain. Et puis, dans cette phase de diagnostic, il y a aussi des éléments de faisabilité au niveau de la conduite de projet. Ça prend du temps de réfléchir ce type d'organisation. Il faut être prêt à y consacrer du temps, à avoir du temps pour travailler avec les équipes. Là, je laisserai les dirigeants témoigner, hein, de comités de pilotage, de travaux qui ont été faits avec des consultantes qui nous ont accompagnés, qui sont aussi importants. Donc, voir si la méthode, hein, c'est donc travailler les enjeux, travailler la faisabilité et se poser aussi des questions sur la méthode. Ça, c'était la première étape sur laquelle on a travaillé. Ensuite, il y a le travail le plus. Une fois que. Enfin, cette étape, on peut avoir go, no go, hein. On a des entreprises qui, à ce stade-là, ont dit non, c'est pas pour moi, hein. Sur les 12 entreprises, je dirais, il y a un tiers qui ont dit non, nous, on ne peut pas aller plus loin, qui sont toujours restés avec nous, avec lesquels on a gardé le contact, hein, mais qui ont continué, qui n'ont pas avancé plus, qui n'ont pas été plus avant. Ensuite, le deuxième sujet, c'est le travail avec les équipes. C'est le travail sur l'organisation. C'est se poser des questions sur est-ce que ça correspond aux aspirations des salariés. On a eu des entreprises où ça ne correspondait pas aux aspirations des salariés. Des entreprises qui avaient un régime d'organisation en forfait jour, etc., qui convenait très bien aux salariés et qui n'avaient pas envie de changer leur organisation. Donc ça peut, tout le monde ne voulait pas forcément avancer là-dessus. Et si on avance, c'est intéressant d'avoir, j'allais dire, de faire le travail d'organisation, de se poser des questions sur quels sont les risques. On fait de la prévention, hein. C'est quoi les risques? À quoi il faut faire attention? Qu'est-ce qui est important pour nous quand on va mettre en place ce scénario d'organisation? Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Hein, quels sont les points importants? Et ça, c'est un gros travail d'organisation qui est fait avec les équipes, hein, qui posent toutes les questions vis-à-vis des clients, vis-à-vis de leur vie personnelle, vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Et ce travail d'organisation, il doit aboutir à la construction d'un scénario à expérimenter. Voilà, j'allais dire, c'est le deuxième gros bloc, le gros travail à faire avec les équipes, hein. Et ce travail d'organisation, il doit déboucher normalement sur un scénario d'expérimentation. C'est qu'est-ce qu'on va tester. En tout cas, nous, c'est le parti pris, hein, avec le CJD, c'est dire il y a des choses à tester. Et expérimenter, ça veut dire qu'on a une durée, une période pendant laquelle on va se dire on va mettre les choses en place. Et ça veut surtout dire qu'on se met d'accord sur comment on va suivre cette expérimentation, comment on va l'évaluer. Et l'évaluer du point de vue de la performance, du service rendu au client, de la satisfaction des collaborateurs.
voilà, des conditions de mise en œuvre. On a des entreprises qui ont signé des accords d'expérimentation à ce stade, en disant, voilà, on s'engage pour 6 mois, et pendant 6 mois, voilà ce qu'on va suivre, voilà les conditions de l'organisation du temps de travail, qui ont poussé le dialogue social, hein, jusqu'à ce point. Et après, il y a le suivi et l'évaluation. Mais je veux dire, quand on arrive à ce stade-là, je laisse, je dirais que pour en parler, je vais laisser la place aux dirigeants qui ont expérimenté, hein, sur ces dimensions. Mais voilà, en synthèse, hein, c'est un sujet de dirigeant. Donc, le premier travail, c'est faire le point. On a aussi, dans le travail avec les dirigeants, un point important. On a eu quelques entreprises où tous les dirigeants, au niveau de la gouvernance, tout le monde n'était pas d'accord. Hein, c'est un facteur de frein aussi, ça. Hein. On n'a pas été plus loin parce que on est 4 actionnaires dans l'entreprise. Il y en avait 2 qui voulaient et 2 qui voulaient pas. On va pas mettre le bazar entre guillemets. On a dit on suspend, hein, et on continue notre réflexion. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je laisse peut-être. Je me dis que sur les... Oui, les questions, on a prévu un temps de questions à la fin. Et puis, justement, pour information, tout ce que tu viens de citer, Philippe, en termes de méthode, vous le retrouvez dans le guide qu'on a sorti justement à l'occasion. Vous pouvez le trouver juste pour la table de vente si vous ne l'avez pas pris déjà en arrivant. Et voilà, qui retrace tout ce que Philippe vient d'exposer. Et justement, pour faire transition avec le concret dans l'entreprise, comment ça s'est passé, je vais laisser la parole à Émilie Gaillère, qui est dirigeante de l'entreprise Cadis, une entreprise qui est spécialisée dans la transformation numérique et la gestion de documentaire numérique, qui emploie 20 collaborateurs dans le Tarn-et-Garonne. Et qui, elle, l'entreprise est en pleine phase d'expérimentation, puisqu'elle a suivi le parcours avec les dirigeants, mais elle expérimente seulement depuis le mois de septembre. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous explique comment s'est fait le cheminement et comment ça se passe actuellement. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Déjà, moi, première étape, c'est un sujet qui nous touche. Alors, on est 2 associés, hein. Je suis directrice générale de Cadis et j'ai un président. On est 2 associés et se posait pour nous personnellement la question d'équilibre vie pro, vie perso. Et forcément, ça a rayonné sur nos collaborateurs et on voulait amorcer cette démarche-là. Et comme bons membres du CJD tous les deux, on a eu des champs d'action qui nous ont été révélés tout au long de notre parcours JD et cette magnifique opportunité de le mettre en œuvre avec la région Occitanie et la RACT. Et on ne se voyait que pouvoir franchir ce pas-là. Et on n'était pas au même niveau avec mon associé, pour rebondir par rapport à ce que disait Philippe. Moi, j'étais complètement proactive et convaincue en fait de la mise en place de cette expérimentation. Mon associé, qui est plus sur la partie gestion de l'entreprise avec les cordons de la bourse, a émis quelques freins. Et d'où l'intérêt d'être accompagné et justement de faire partie de cette expérimentation, de pouvoir échanger avec d'autres chefs d'entreprise. Puisque dès le départ, dès qu'on a fait partie de cette expérimentation, on a pu bénéficier de rencontres physiques avec les 12 entreprises qui étaient dans le cadre de ce périmètre-là. Donc déjà, on a pu échanger, on a pu aussi faire participer nos salariés à ces échanges, donc ça a permis de lever certains freins. Donc Tarn-et-Garonne, département plutôt rural, avec des profils, nous, d'analyse, des consultants, des développeurs, des techniciens informatiques, donc on a besoin de réfléchir avant de passer à l'action. Nous, 2 chefs d'entreprise en mode on passe à l'action, on y va, on enchaîne. Et donc la première étape importante, moi je suis arrivée avec plein d'espoir en me disant que j'allais à la réunion du lundi annoncer qu'on allait lancer cette expérimentation auprès des collaborateurs. Et donc que j'allais susciter beaucoup d'enthousiasme. Et là, calme plat. C'est la fête de la non-réaction. Et donc, ça a soulevé déjà beaucoup de petites questions et j'ai vraiment pris conscience de l'enjeu social, sociétal et des paradigmes que ça pouvait soulever chez les collaborateurs. J'ai eu des réflexions du type mais qu'est-ce que je vais faire le 5e jour ? Ma femme, elle, travaille, donc est-ce que je vais m'occuper de toutes les tâches ménagères avant le week-end ? J'ai eu aussi, mais j'aurai un jour de plus pour profiter, mais mon pouvoir d'achat ne va pas augmenter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de ce jour-là ? Et après, on a eu, ça a été assez mesuré, mais on a eu, ce qui est marrant, c'est que ceux qui étaient le plus enthousiastes, c'était les dernières rentrées. Voilà.
comme quoi l'expérience faisait que ça pouvait soulever des questions. Donc rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, le sujet ne m'appartenait pas et qu'il appartenait vraiment aux collaborateurs. Donc, on a mis en place un comité de pilotage sur une structure de 20 personnes. On a eu 4 collaborateurs qui ont fait partie de ce comité de pilotage et pour qu'on puisse trouver le bon équilibre. Là, il y a beaucoup de questions qui traînaient autour de ça, notamment est-ce que ça engendre tout ou partie des collaborateurs qui doivent participer à ce projet ou pas, enfin, l'organisation du temps de travail. Et là, on se rend compte que la dimension en fait de l'expérimentation de la semaine de 4 jours est de prime abord, en tout cas à mon sens, une dimension déjà d'intégration de dialogue social. Même si par le passé, on avait pu mettre en place les accords Macron sur le télétravail, par exemple, et les temps de récupération des temps de trajet pour aller chez nos clients, on se rend compte que là, on a passé une autre dimension et que ça soulève beaucoup de questions d'organisation et aussi de dialogue social auprès des collaborateurs pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, on a amorcé cette étape-là. Donc, première étape, l'annonce à mesurer et se poser la question de la capacité d'embarquer tout le monde sur le sujet, donc être bien préparé. Deuxième étape importante, la construction de ce COPIL, avec le sens du COPIL, quel est son objectif. Donc nous, on a œuvré CODIR, comité de direction, on est 4 cadres dans l'entreprise à faire partie du comité de direction, donc avec le COPIL, on a œuvré ensemble. Le COPIL a été accompagné directement, comme le disait Philippe tout à l'heure, avec des consultants, une consultante externe qui s'appelait Myriam Gaillot, qui a pu aussi animer ces ateliers-là. Donc elle animait le COPIL et elle animait le CODIR, et après la mise en commun. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on a pu nous faire part de nos craintes aussi, identifier les indicateurs dont on avait besoin pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et suite à ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est le COPIL qui nous a proposé la modalité de mise en œuvre de cette semaine de 4 jours. Donc, au final, on est parti sur une solution hybride. Donc, on est plutôt sur une semaine de 4 jours et demi, une semaine à 5 jours, une semaine à 4 jours. C'est ce qui contentait le plus de personnes, sans perte de salaire et avec un aménagement du temps de travail, avec la mise en place de la flexibilité au travail. Donc, on a les 2 tiers de l'entreprise qui sont sous ce modèle-là. On est en expérimentation depuis le mois de septembre, comme vous disait Christelle. On s'est laissé jusqu'à fin décembre. Donc, à partir de janvier, on verra si on poursuit ou pas. Alors, j'avais posé la question à l'époque à Bastien, qui lui était déjà passé la semaine de 4 jours. L'idée de la marche arrière, est-ce que c'est possible ou pas? Je vous dirais. En tout cas, j'ai l'impression que ça peut être complexe, si tel est le cas. En tout cas, ce n'est pas une projection aujourd'hui. Et après, ce qui est important, c'est le suivi, c'est-à-dire quels indicateurs on met en place pour le suivi. Et c'est à partir de ces indicateurs-là que l'idée qu'on puisse prendre une vraie décision sur un atelier d'intelligence collective. Voilà, pour avoir une décision par consentement mutuel. Et je ferai juste une petite aparté pour remercier encore une fois le CJD qui nous donne des bons outils pour le consentement mutuel. Avec ce type de cartologie, voilà, pour dire si on est d'accord, pas d'accord, si on a des meilleurs. Voilà. On a tous les outils pour mettre ça en œuvre. C'est tout ce que je veux dire. Donc, c'était intéressant de le faire aussi avec la région et la RACT pour pouvoir encore aller plus loin et passer le step. Voilà pour moi. Merci, Émilie. Du coup, tu as fait la transition en mentionnant Bastien. Donc, j'ai laissé la parole à Bastien Briol, qui est dirigeant de l'entreprise Profit Intelligence, qui est une entreprise de conseil en stratégie et application en ligne de données et prise de décision stratégique et qui emploie 10 collaborateurs. Et qui, lui, a mis en place la semaine de 4 jours depuis 2 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a un recul un peu plus lointain par le bilan de comment ça se passe depuis 2 ans. Tu peux aussi peut-être en rappeler la mise en place, comment ça s'est mis en place rapidement, mais peut-être plutôt aussi, voilà, 2 ans après, quel est le bilan, les perspectives, comment ça se passe pour les collaborateurs, voilà, le fonctionnement de l'entreprise de manière générale. Avec plaisir, bonjour à tous. Alors oui, effectivement, on a mis la semaine de 4 jours en place depuis un peu plus de 2 ans. C'était en septembre 2022, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant, avec une période d'expérimentation qui a duré 4 mois, histoire de voir un peu comment les choses pouvaient se mettre en place et d'essayer d'ajuster un petit peu tout ce qui était organisationnel autour de la semaine de 4 jours. Nous, quand on en a parlé,
en réunion, en séminaire d'équipe. Ça a été plutôt bien accueilli par un collaborateur qui n'avait pas tout compris, qui pensait que c'était juste pour la semaine d'après, qui n'était pas la semaine prochaine, on travaillerait 4 jours. Non, c'est pour plus longtemps que ça. Donc, c'était assez intéressant de voir le côté ah, mais ça, c'est possible des collaborateurs. Et puis ensuite, donc, on a mis ça en place. On a beaucoup travaillé en intelligence collective pour lever pendant une première période, avant la mise en place, les freins potentiels que les collaborateurs avaient, et puis également le côté positif, qu'est-ce qu'ils envisageaient de faire grâce à ça. Donc, on a recueilli tout ça, on a levé tous les questions légales qui apparaissent du type mais attendez, est-ce que ça va compter pareil pour ma retraite? Est-ce que ça veut dire que je vais travailler plus longtemps? Enfin, des choses très pratico-pratiques donc qu'on a réussi à lever, avec des experts, hein, des juristes et tout ça. Et puis, on a lancé l'expérimentation. 4 mois après, on a recueilli, pareil, de la même façon, toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir dans l'organisation de l'entreprise et tous les côtés positifs qu'il pouvait y avoir également. Et on s'est aperçu très rapidement qu'il y avait très peu de côtés négatifs relevés par les salariés, en tout cas. Et nous, on a fait le même travail, évidemment, d'un point de vue de l'entreprise. On s'est aperçu que cette expérimentation finalement avait très bien marché, que tout le monde était très enthousiaste pour continuer. Et ça n'a pas pris 5 minutes pour qu'on fasse un tour de table et qu'on se rende compte qu'il fallait nécessairement pérenniser l'expérimentation et que ça aurait été trop dommage de ne pas l'inscrire dans les contrats de travail et tutti quanti. Donc je fais un peu rapide sur la mise en place parce que peut-être je vais m'attarder plus sur la deuxième partie et sur la partie comment ça se passe depuis. Donc du coup, quand on a mis ça en place, on s'est aperçu rapidement que finalement, nous, on a fait une réduction. Peut-être comment on a fait la semaine de 4 jours, on a décidé tout de suite déjà qu'il n'y a pas de réduction évidemment de salaire, qu'on allait baisser le nombre d'heures, donc on est passé de 35 heures à 32 heures sur le papier. Et finalement, on a réduit, on a enlevé un jour. Ce qu'on a décidé de faire, et ça a été fait en intelligence collective au niveau organisationnel, c'est que ça devait être transparent pour les clients, c'est-à-dire que les clients devaient toujours avoir quelqu'un 5 jours sur 5 dans l'entreprise au minimum, qu'on voulait absolument avoir des jours en commun fixes, c'est-à-dire le mardi et le jeudi, chez nous, tout le monde travaille. Et puis après, qu'on voulait avoir une lisibilité, c'était les trois grands points, une lisibilité des absences de chacun. Donc en fait, c'est pas chaque semaine ça change. C'est moi par exemple, une semaine j'ai mon vendredi, une semaine j'ai mon mercredi. J'ai des collaborateurs qui ont que le lundi, d'autres qui ont que le mercredi, d'autres qui ont que le vendredi. Et il y en a qui changent aussi un peu comme moi. Donc ce qui permet de facilement savoir comment les choses s'étalent. Et puis, au fur et à mesure des mois qui ont passé, on a ajusté certaines choses. Par exemple, on s'est rendu compte, en tout cas, je me suis rendu compte, et puis un ou deux collaborateurs également, qu'on avait un peu la réunionnite aiguë comme beaucoup d'entreprises et que finalement, on invitait beaucoup de monde à chaque réunion et que s'il suffisait qu'on fasse attention à ça et qu'on fasse un débrief d'une réunion d'1 heure en 10 minutes avec un collaborateur et qu'il avait déjà gagné 1 heure sur les 3 heures entre les 35 et les 32. Et ça va très vite, en fait. Quelques petites choses comme ça. On a aussi beaucoup travaillé sur, d'un point de vue efficience, sur les choses qu'on faisait et tout un tas de reporting aussi qui nous fait gagner du temps. Alors, nous, on est dans la data, alors le reporting, c'est quelque chose qu'on a un peu chevillé au corps. Mais disons que dans l'entreprise, on a allégé certaines parties de reporting et on a, même s'il y avait une grande relation de confiance entre les différentes équipes, disons que ça a dû renforcer la relation de confiance parce que finalement, on n'attend pas de l'autre qui nous dise ah ben, voilà comment j'ai fait, voilà les résultats que j'ai eus. On se fait confiance pour que les tâches soient accomplies. Donc c'est un petit peu différent, c'est un petit peu une approche qui est un peu différente en fait, en tout cas qui s'est accentuée de celle qu'on avait avant. Et puis en fait, au niveau de tout ce qui était productivité, chiffre d'affaires, nous on a un chiffre d'affaires qui a largement augmenté pendant cette période. Donc après, je fais attention à ça parce que
c'est très difficile de dire si le chiffre d'affaires est direct, enfin l'augmentation du chiffre d'affaires. Enfin, en tout cas, on n'a pas vu de baisse de chiffre d'affaires. C'est tout ce que je peux dire. Je vais pas dire que la semaine de 4 jours fait gagner du chiffre d'affaires, surtout pas. Enfin, je pense que c'est pas le sujet de toute manière. En tout cas, nous, on n'a absolument pas observé que ça en faisait ni perdre de productivité. Voilà. Au niveau de ce qu'on a pu constater et ce qui nous a été retourné des collaborateurs, il y a plusieurs choses. Alors déjà, au niveau de l'équipe vie pro, vie perso, pour moi et pour les collaborateurs, je pense que ça, c'est quelque chose de fantastique. Et ça a un impact direct sur le travail. Et pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, on est tous dans une vie qui va à 100 à l'heure avec un manque de temps. Et je pense qu'il y a peu de gens qui disent ah non, moi j'ai tout le temps que je veux. Enfin, en tout cas, j'en ai pas rencontré. Et finalement, on se rend compte que ce jour en plus sert à plein de choses pour les collaborateurs. Et ça va de collaborateurs qui, à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, vont tous les vendredis ramasser des champignons parce que c'est ce qu'ils adorent faire et c'est se reconnecter avec la nature, donc quelque chose de très personnel, à une qui s'est remis à être pompier volontaire parce qu'elle le pouvait, donc vraiment quelque chose plutôt pour la cité, à un autre qui a pu rénover une partie de sa maison pour faire des bureaux et nous envoyer des photos, nous envoyer des trucs en disant tiens, ça c'est grâce à la semaine de 4 jours, c'est trop bien, sinon ça m'aurait pris des années, j'aurais dû prendre des vacances, etc. Et puis, ça permet aussi de quelque chose de plus pratique, c'est-à-dire de prendre des rendez-vous, que ce soit médicaux, que ce soit à l'école, que ce soit enfin, tous les rendez-vous qu'on n'a pas vraiment le temps de placer dans une semaine normale et qui permettent en fait de détendre un peu, le rythme qu'on a et d'arriver au travail avec moins de tension personnelle et vice-versa, et d'arriver au perso en arrivant sur le week-end et en ayant le temps pour la famille, en ayant le temps de passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime, plutôt que d'aller courir à droite et à gauche pour faire les choses qu'on est obligé de faire parce que ce jour nous l'a permis finalement. Et ça, enfin, des exemples, j'en aurais des tonnes là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est flagrant, quoi. C'est de dire, mais en fait, j'ai du temps. On a même eu des collaborateurs, et ça, c'était assez rigolo, qui nous disent, mais en fait, on n'a plus besoin de petites vacances, on n'a plus besoin de vacances. C'est-à-dire que, donc, j'étais assez étonné, et c'est pas les grandes vacances, mais ils disent, mais les semaines qu'on avait besoin ici et là, c'est pas un besoin, on les prend, etc. Mais c'est pas un besoin. Avant, c'était, ouais, non, là, vraiment, j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de, voilà, j'en peux plus. Et finalement, il n'y a pas cette course où, à la mi-décembre, on attend vite que ce soit la semaine de Noël ou au printemps, on attend que ce soit la semaine du printemps parce qu'on n'en peut plus, on tire sur la corde et on n'a pas cette impression-là. Donc du coup, nécessairement, on est mieux dans ce qu'on fait, on est mieux positionné et on est plus à même de fournir un travail qui est plus efficace, plus pertinent. Et ça, c'est flagrant aussi, quoi. Voilà, ça a levé des tensions. Et puis peut-être le dernier petit point, et puis j'en finirai là-dessus pour laisser la place aux questions, mais le dernier petit point, c'est qu'on se rend compte que finalement, ça a resserré les liens assez fortement dans l'équipe. Donc nous, on l'a peut-être pas dit, je ne sais plus si Christelle l'a dit, mais on est beaucoup en télétravail. Donc j'ai des collaborateurs à Nantes, à Lille, à Bruxelles, et dans la région de Nîmes et de l'Occitanie. Mais finalement, on se rend compte que ça a vraiment resserré les liens entre les collaborateurs parce qu'ils ont quelque chose en commun qui est assez unique aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent, et tant mieux, mais qui est assez unique et qui disent, on a une certaine chance là-dessus quand même. Ça permet d'échanger sur ce qu'ils font sur ce 5e jour, alors que ce n'était pas du tout quelque chose qu'on avait envisagé, mais voilà, entre les photos de champignons, les photos de rénovation et les photos de petits qui au rugby ou des choses comme ça, le mercredi, c'est hyper cool et ça rend quelque chose de beaucoup plus humain, en tout cas dans l'entreprise, parce que les choses s'imbriquent de manière détendue et apaisée. Et voilà, je ne sais pas. Merci Bastien. De toute façon, on aura l'occasion, je pense, d'avoir des questions à ce sujet. Et avant les questions, je vais laisser la parole pour une dernière intervention, celle de Jean-Pierre Delboul, qui dirige la boulangerie Louboulbil, si je prononce bien, Oui. dans le Tarn-et-Garonne. Alors toi, Jean-Pierre, en fait, tu n'as pas fait expérimentation en lien avec la région Occitanie, mais tu as quand même du coup mis en place la semaine de 4 jours et tu vas même au-delà de ça. Ton profil est assez atypique,
puisque tu parles même, pour toi, l'entreprise, il faut mettre en place le bonheur intérieur brut. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment la semaine de 4 jours s'imbrique dans tout ça, dans ce BIB? Comment tu vois les choses avec tes collaborateurs? Oui, bonjour à tout le monde. Alors, je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été dit par Bastien et Émilie, mais pour ma part, je n'ai pas eu besoin de passer la semaine de 4 jours, parce que dès que j'ai créé mon entreprise il y a 20 ans, on est passé à 4 jours et 10 semaines de congé dès le premier jour d'installation de l'entreprise. En fait, il se trouve que j'avais déjà travaillé plusieurs années en boulangerie. Je ne suis pas du tout boulanger. J'étais cadre dans des grands groupes, j'en avais marre. J'avais jamais assez de temps pour moi, pour la vie privée, pour aller ramasser les champignons. Et quand j'ai créé mon entreprise, je me suis dit, si j'en ai marre moi-même, je pense que beaucoup de gens en ont marre. C'était déjà en 2004. Et donc, comme j'ai créé l'entreprise avec ces concepts-là, on n'a pas eu besoin d'y passer. Et ce qui se passe, c'est que quand les gens candidatent dans notre entreprise, ils savent déjà qu'on est à 4 jours de travail et 10 semaines de congés payés. Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment voir l'effet du changement puisqu'ils y sont dès le début. Alors, ce que l'on propose, c'est plutôt de choisir entre 7 heures par jour, 8 heures par jour ou 9 heures par jour. Donc, ils sont à 28 heures, 32 heures ou 36 heures. C'est le choix qu'ils ont. Après, le deuxième choix, c'est de choisir le jour où ils ne vont pas travailler. Certains prennent le mardi, d'autres le mercredi, d'autres le jeudi, d'autres le vendredi, puisqu'on travaille le week-end. Et c'est à peu près ce genre de choses qui se passent. Je voulais juste souligner une chose, dans mon cas, ce qui m'intéresse pour le bonheur intérieur brut, on parle toujours du nombre de jours de travail, mais il me semble que la qualité du travail qui est fourni pour une entreprise est le produit de 2 paramètres. Le premier, c'est le nombre d'heures travaillées, et le deuxième, c'est le taux d'implication. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui viennent 7 heures et qui sont très impliqués, qui ne vont pas faire plein de réunions toutes les demi-heures, ou vont pas aller à la machine à café tout le temps, ben, ils peuvent très bien travailler 4 jours fois 7 heures et ça peut équivaloir, enfin, on peut avoir un équivalent de 35 heures sur 5 jours. C'est à peu près ce que je voudrais dire. On parle toujours du temps, on ne parle pas du taux d'implication des gens. Parce que, par exemple, dans mon cas, qui suis en boulangerie, les concurrents, il est assez facile de recruter des boulangers pour nous, paradoxalement, alors qu'on n'en trouve plus dans tout le pays. Parce qu'en face, on a des boulangeries qui font travailler les gens encore, approchez-vous bien, 6 jours par semaine, et avec 5 semaines de congés payés, alors que ces gens-là travaillent absolument tous les samedis, tous les dimanches. C'est-à-dire, ils ont le mardi de repos, par exemple, pour voir leurs femmes ou leurs enfants, et ils travaillent 6 jours par semaine. Non, mais moi, je n'arrive même pas. Je n'avais pas le croire quand je vous dis à cette heure-ci, les gens qui viennent travailler chez nous, ils passent de 6 jours par semaine, 5 semaines de congé à 4, 10. Alors, je peux vous dire que les mecs, ils sont vachement impliqués, quoi. Ils n'ont pas du tout envie que l'entreprise disparaisse. Ils ont plutôt envie qu'elle progresse. Et quand on parle d'entreprise familiale, bien qu'on soit à peu près entre 30 et 35 à travailler, l'entreprise, elle est devenue familiale parce que les boulangers ont fait rentrer leurs femmes, leurs enfants, les vendeuses font rentrer les petits cousins. Et vraiment, on a une liste d'attente pour venir travailler chez nous due à cette différence de temps de travail. Voilà ce que je voulais apporter en plus en tant que dernier intervenant. Merci Jean-Pierre. Donc, du coup, on est prêt pour les questions. Et également, les personnes qui nous ont rejoints en visio, je vois qu'il y a Sarah, Colline et Marie. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas, vous pouvez rallumer votre caméra et votre micro. Et puis, poser vos questions. J'ai une question. Gaillard, c'est ça? Gaillard, Émilie, oui. Je peux Caillot, je suis journaliste au Figaro Économie. Tu entends bien, Émilie? Pardon. Alors, je n'entends pas bien la question. Et juste pour info, on dit Gaillard, on ne dit pas Gaillard. Voilà. Ah, Gaillard. Alors, ma question, c'était, vous avez évoqué la flexibilité. Est-ce que ça veut dire que vous ne pratiquiez pas la flexibilité dans votre entreprise avant de tenter l'expérimentation? On était aux prémices. On avait abordé certains sujets de flexibilité, mais c'était de l'ordre de la demi-heure, en fait. On était assez frileux. On était allé pour dire qu'on faisait de la flexibilité au travail, mais ça, on n'avait que le nom au final. Donc, ça nous a poussé dans nos retranchements et ça nous a obligés à aller beaucoup plus loin, et ce qui était nécessaire pour la mise en œuvre de la semaine de 4 jours. Pour être précis, ça veut dire qu'il n'y avait pas de télétravail dans votre entreprise? Si. Alors, quand je parle de la flexibilité, c'est la flexibilité horaire. Après, comme je vous le disais, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on a déjà mis en place les accords Macron qui géraient la partie télétravail, donc 2 jours de télétravail pour les collaborateurs, et la récupération des temps de trajet.
puisqu'on a des clients sur toute la France et qu'il y a des temps de trajet assez significatifs pour nos consultants. Et donc, on a juste ajouté cette notion de flexibilité horaire qui permettait d'avoir plus d'amplitude puisqu'on est resté sur des contrats de 35 heures. Et donc, largement, les collaborateurs doivent faire leurs 70 heures sur 2 semaines pour pouvoir prendre le 5e jour. C'est ce sur quoi on s'est mis d'accord. Merci. Après. Bonjour, moi je suis à distance, Marie Dansaert au journal La Croix. Je me demandais d'une part, dans le dossier que vous nous enverrez, est-ce qu'il y aura des résultats macro entre guillemets de l'étude, de cette expérimentation? Et par ailleurs, pour les 3 chefs d'entreprise, est-ce qu'il y a vos confrères chefs d'entreprise vous regardent et se disent tiens, pourquoi pas moi? Et est-ce que même avec pour le coup, vos parties prenantes, vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs, ça suscite de l'intérêt? Et est-ce que, ils ne se sentent pas, eux, perturbés par le fait que vous avez une organisation différente? Est-ce que ça peut être un facteur? Moi, je parie et j'espère que tout ça va polliniser un jour et le plus vite possible. Est-ce que ça lève des freins, même mentaux, psychologiques, chez à la fois vos confrères dirigeants et puis plus directement ceux qui travaillent avec vous, quoi? Les 3 patrons m'intéressent. Qui veut prendre la parole? Bastien, tu as quelque chose à dire sur le sujet? Tu veux répondre? Oui, alors clairement, beaucoup de chefs d'entreprise nous en parlent, m'en parlent en tout cas. Après, il y a les résultats de l'étude, j'imagine, qui donnent plus de chiffres, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous en parlent, qui essaient de dire, puis après ils disent ah mais c'est peut-être pas pour moi, et puis ils reviennent quand même. On voit que ça travaille quand même beaucoup de monde pour parler de manière très très basique, et ils essaient de comprendre comment c'est possible, et c'est beaucoup de freins en fait, c'est beaucoup de croyances limitantes en fait. Et c'est en discutant avec eux qu'on explique. Et puis moi, je fais témoigner souvent mes collaborateurs. En fait, souvent, je leur dis, le mieux, c'est que tu appelles Jean, tu appelles Alex, tu appelles qui tu veux, et tu vois avec eux ce que ça donne. Et en règle générale, ça fonctionne. Et petit à petit, autour de moi, je vois qu'il y en a de plus en plus qui sont en train soit de la mettre en place, soit de regarder comment ça peut être fait, qui cherchent des accompagnements aussi. Alors, on a parlé de l'accompagnement qu'on a eu là, mais on manque d'accompagnement, et on manque d'accompagnement des fois pour certaines catégories d'entreprises. Voilà. Il y a un peu de spécialisation quand même sur certains types d'entreprises qui pourraient être intéressants à développer. Et vos clients, eux, c'est neutre pour eux, ils ne voient pas la différence? Alors oui, c'est neutre, et c'est même, j'ai envie de dire plus que ça, puisque nous, on vend du logiciel, mais on vend aussi des jours hommes. Et puis alors, quand on est passé à la semaine de 4 jours, on allait voir nos plus gros clients qui sont des gros groupes hôteliers ou des grandes chaînes hôtelières. Et on leur a dit, voilà, maintenant on n'a pas baissé les salaires, on passe à 4 jours. Donc maintenant, le prix de 5 jours de conseil, ce sera sur 4 jours. Donc on a augmenté nos prix de 25% sur les jours de conseil en disant, mais on fait le bilan ensemble dans tant de temps après le projet, et on regarde. Et pour l'instant, ils ont tous dit oui, non, mais clairement, vous abattez le même travail, donc il n'y a pas de sujet. Et ça s'est hyper bien passé. Pourtant, c'était des gros groupes, donc on avait un peu peur de la façon. Alors, ils sont plus jaloux de dire ah, ça, c'est trop bien. Mais vous avez augmenté vos prix, donc quand même, de ce que vous dites. Des jours hommes, ouais. Oui. C'est-à-dire que quand on vend, parce que c'est pas le même nombre d'heures, enfin, il y a un peu plus d'heures par jour, etc. Puis nous, on a dit, voilà. Puis on travaille beaucoup en confiance, hein. On travaille sur des sujets où il faut vraiment qu'on soit en confiance. Donc, ils nous ont fait confiance, ils nous ont suivis là-dessus. Il y a moins de jours. C'est ça. Pour eux, pour le client final, le rendu elle-même, c'est le résultat qui va compter. Et ils laissent au prestataire la liberté de choisir l'organisation. Donc, s'il fait le travail en 4 jours, tant mieux pour lui. Il se donne rendez-vous pour faire le bilan. Juste pour dire, nous avons fait une expérimentation pour répondre aussi à votre question, si je peux me permettre, qui s'appelait Passer en mode Deveco, où j'ai fait la tournée des 13 départements de la région Occitanie, et on a embarqué à chaque fois en moyenne 100 chefs d'entreprise. C'est significatif dans chaque département. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est le témoignage d'entreprises, d'un chef d'entreprise comme les 3 d'aujourd'hui,
qui sont venus dire comment eux-mêmes ont mis en place un certain nombre de choses. Et le côté témoignage direct vis-à-vis d'autres chefs d'entreprise, c'est sincèrement le plus efficace pour inciter à expérimenter. Et on a fait du lien entre ces chefs d'entreprise qui sont allés se rendre visite pour voir concrètement ce que ça a donné. Et on est en train de voir que ça diffuse, ça percole et que ça met de la confiance. Et il faut qu'ils se parlent entre eux. Voilà. Nous, on accompagne avec des méthodes, des financements, mais c'est le témoignage de ceux qui font qui va permettre d'avancer un peu plus loin. Et peut-être Émilie et Jean-Pierre sur est-ce que vous faites école Alors, ouais, vas-y, Émilie. Alors, école, nous, on est en expérimentation. Encore une fois, je disais que c'était un milieu rural, Montauban. Alors, pas de manière significative, attention, mais c'est juste, je vais rebondir sur ce que disait Bastien sur les croyances limitantes. C'est-à-dire que le travail, c'est un dur labeur et quand vous arrivez et que vous dites que vous passez la semaine de 4 jours, vous passez un peu pour des touristes. Voilà, dans certains cas d'activité, c'est une réalité, donc il faut en avoir conscience. Donc, il y a toute une pédagogie aussi à avoir dans le discours et dans la terminologie pour suivre dans cette démarche-là. Donc, c'est assez intéressant. Il y a ceux qui vous regardent avec admiration et qui disent c'est génial, j'aimerais trop mettre ça dans mon entreprise, mais c'est impossible parce que je vends du temps humain quelque part. Alors, on leur dit que nous, c'est le cas aussi, donc il y a possibilité. Ça a été ma première question d'ailleurs auprès de Bastien à l'époque. Et après, on a quand même de gros faiseurs au niveau national. On a LDLC qui a beaucoup diffusé sur cette communication-là. Donc, ça rentre dans les mentalités. Mais la vraie question pour certains chefs d'entreprise, c'est effectivement cette notion de travail et de chiffre d'affaires. Donc, une fois qu'on arrive à les rassurer là-dessus, on arrive à passer le cap. Néanmoins, la richesse, elle est vraiment dans les échanges avec les collaborateurs. Donc, j'ai envie de dire, maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est aussi poussé par les collabs plus que par les chefs d'entreprise qui ont envie d'innover. Dans la question, ma femme travaille le 5e jour, c'est en fait, j'aimerais bien profiter avec elle aussi. C'est pas que la question des tâches ménagères. J'ai un peu grossi le trait tout à l'heure parce que ça a été une interrogation, mais c'est aussi ce qui serait génial, c'est que tout le monde puisse en profiter pour qu'on puisse être égaux par rapport à cette qualité de vie au travail. Voilà. Et vous aussi, c'est neutre vis-à-vis de vos clients et il n'y a pas de... Comme Bastien, je pense que l'étape incontournable, c'est déjà de prévenir les clients. Et les fournisseurs aussi, puisque ce sont des parties prenantes. On a eu des craintes, mais on a mis en place des questionnaires de satisfaction. Je vous parlais de l'importance aussi des indicateurs. Et on n'a eu que des retours positifs. Et on a des clients... cette démarche-là nous permet aussi d'aller plus loin avec certains prospects, puisque ils voient que la démarche qu'on a mis en place chez Cadis avec cette valeur humaine et cette nouvelle dimension, c'est quelque chose auquel eux, ils aspirent et ils poursuivent l'aventure avec nous aussi pour l'expérience qu'ils vont vivre par rapport à notre accompagnement. Donc, c'est que positif de ce côté-là, pour la partie client. Et Marie, si je peux me permettre, vous trouverez quelques éléments de réponse dans les résultats du baromètre qui va vous être transmis. Un baromètre sur 650 dirigeants, dont 29% sont à la semaine de 4 jours, et avec des résultats justement sur le chiffre d'affaires, les parties prenantes, etc. Donc, vous aurez des éléments tangibles aussi statistiques sur notre échantillonnage en tout cas. Mais c'est vrai que pour moi, ça reste un mystère, entre guillemets, qu'un client accepte que vous soyez là que 4 jours par semaine. Parce que en plus, alors, je personnifie le truc, je le personnalise. Mon mari est consultant et il me dit, mais moi, il y a des jours où il y a des réunions dans la boîte et si j'y suis pas, c'est pas possible. Alors, c'est un peu ça le nœud aussi du truc, quoi. Choisir déjà, c'est renoncer, hein. Il y a une grosse question de lâcher prise quand même sur la semaine de 4 jours, hein, c'est évident. Et après, en fait, faut pas voir ça sous le prisme. L'entreprise n'est pas joignable le 5e jour. En fait, nous, on a l'avantage d'avoir une vingtaine de collaborateurs, donc ça tourne. Donc, en fait, ils perdent pas. Ce qui est compliqué, c'est pour des consultants qui vont être sur des plus petites structures. Mais à partir du moment où l'entreprise... Nous, on a la question de la maintenance. Hein, on a des contrats de maintenance avec nos clients pour qu'ils puissent appeler en cas de défaut d'utilisation des solutions logicielles qu'on installe. Et on a toujours quelqu'un qui répond au téléphone. Donc, c'est transparent quelque part pour eux. C'est une semaine de 4 jours, mais c'est pas de
Enfin, c'est pas l'entreprise qui travaille 4 jours. L'entreprise peut travailler comme avant. Et je pense que c'est le même cas pour les boulangeries. Voilà. Je voudrais poser une question à M. Briol et revenir sur le sujet donc, de l'augmentation de vos prestations. Vous avez expliqué que vous aviez été donc, transparent avec vos clients, mais ça n'a pas été donc, sans impact, puisqu'ils ont subi une augmentation de tarifs. Si, 25% de plus, c'est une augmentation. Sauf que c'est une augmentation. Ouais. L'heure travaillée, en fait. Mais pas sur le projet. Au lieu de facturer 1 000 € par jour pour 7 heures, ils ont peut-être facturé 1 200 pour 8 heures. C'est juste un rajout d'une heure. Ouais. C'est par jour, mais le volume global, c'est le même. Il y a un petit peu de ça, et puis il y a un petit peu de dire, pour une certaine tâche, avant, on aurait devisé 5 jours, une semaine de travail, à, on va dire, 5 000 €, juste pour faire très simple. Hein. Aujourd'hui, pour la même tâche, on aura devisé une semaine de travail, soit 4 jours pour 5 000 € aussi. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation, mais sur la facture, il y a marqué 4 jours. Le taux horaire, enfin, le prix du jour est plus cher, mais le nombre d'heures du jour n'est pas le même, mais le travail est le même. En fait, c'est vraiment de la pédagogie. En fait, encore une fois, hein, c'est vraiment, il faut juste expliquer, dire voilà, on prend on avait des projets en cours, donc c'était assez simple de dire ben voilà, les projets en cours, on avait déjà devisé un nombre de jours. Le montant total du devis n'a pas changé, c'est le nombre de jours qui a changé finalement. Donc, c'est assez transparent. Hein. Le coût horaire est le même en fait. Le coût horaire n'a pas augmenté, Bastien. C'est ça. Si, le coût horaire, si, justement. Le coût horaire, oui. Le coût horaire, un petit peu. 10%. Tu as augmenté le coût horaire en même temps? On est passé de 35 à 32 heures, donc on travaille moins d'heures. Pour tes clients, tu as augmenté le coût horaire en même temps. C'est ça. On n'a pas augmenté le coût de la tâche. C'est-à-dire quand ils viennent nous chercher pour une tâche donnée, ça n'a pas changé pour eux. Ça leur coûte pas plus cher de nous faire intervenir qu'avant. Par contre, sur la facture, il y a une inflation du prix du jour, si vous voulez. Voilà. Oui, c'est OK. Jean-Yves, vous aviez une question? Oui. D'abord, un grand merci pour toutes ces explications. Oui, je suis Jean-Yves Moulin, je suis chercheur associé à l'Université Paris-Dauphine et je travaille pas mal sur ces questions de temps de travail. J'avais 2 questions. D'une part, auprès de Madame Émilie Gaillard, sur la. En fait, on reste sur c'est une semaine en 4 jours, en fait. Simplement, il est réparti sur un cycle de 2 semaines. Du coup, vous avez embarqué tout le monde ou bien ça a été offert au volontariat? C'est-à-dire, parce que souvent, dans les cas où on reste dans la semaine, qu'on appelle comprimé, moi je l'appelle comprimé, on est aux 4 jours, c'est souvent, on fait appel au volontariat parce que ça change quand même beaucoup les conditions d'exercice du travail et surtout de la relation travail hors travail au plan quotidien, en tous les cas, par un allongement de la durée du travail. C'était la première question. Et la deuxième, c'est sur le télétravail. Parce que moi, ce que j'ai constaté dans les entreprises que j'ai observées, c'est qu'il y avait une sorte de conflit à un moment donné entre le télétravail et le jour off. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a 2 jours de télétravail plus un jour off, plus que 2 jours dans l'entreprise, il y a des questions de dynamique collective, de travail en collaboration, etc., qui se posent. Ce qui fait que dans certaines entreprises, enfin, j'en ai vu 3, moi, j'ai fait 50aine d'entretiens auprès de salariés, et je voudrais continuer avec vous, notamment, si c'était possible, à ce travail. Ils ont diminué le nombre de jours de télétravail. Ils ont réduit à 1 dans une, et dans l'autre, ils l'ont carrément supprimé. C'est-à-dire voilà, il y a un problème aussi de culture d'entreprise, de pouvoir continuer à avoir une dynamique collective. Alors, pour répondre à la première question, je vous disais, les 2/3 des collaborateurs sont passés à la semaine de 4 jours. On a laissé le choix aux personnes qui étaient à 80%. Et on a laissé le choix aussi aux cadres au forfait. Et on a mis de côté, bien sûr, les alternants qui ne rentrent pas dans le cadre de l'expérimentation. D'accord. Dans ce cadre-là, l'ensemble des autres collaborateurs sont passés à la semaine de 4 jours et on n'a eu qu'une seule personne qui a fait marche arrière au bout de 2 semaines, puisque ça ne collait pas du tout avec son aménagement du temps de travail et sa vie perso. Beaucoup d'activités en dehors à partir de 18h et du coup, c'était assez complexe à mettre en œuvre et on a accepté. Moi qui étais plutôt tranchée sur tout le monde y passe, on a accepté d'apporter cette souplesse-là et de faire à la carte. Ce qu'on trouvait qui était un peu complexe au départ en termes d'organisation du travail, mais en fait, une fois qu'on ouvre ses chakras, ça se fait.
Voilà pour la première question. Et la deuxième question, alors nous, post-Covid, on était à 3 jours de télétravail. On a eu besoin, comme beaucoup d'entreprises, de repasser du temps ensemble. Donc, on a fait un peu de rétropédalage et on était revenu à 2 jours de télétravail. Et on avait cette demande sous-jacente des collaborateurs de repasser à 3 jours. Donc, la mise en place de cette semaine de 4 jours nous a apporté beaucoup d'apaisement en termes de dialogue social, déjà, pour information. Et sur la problématique d'être présent au bureau et de passer du temps ensemble pour le collectif et les réunions, hein, on se rend compte que ce qu'on a fait, pardon, c'est que contrairement à Bastien, on n'a pas laissé le choix du jour. C'est-à-dire tous ceux qui rentrent dans le cadre de l'expérimentation prennent le vendredi. D'accord. Ce qui permet d'assurer les jours de présence au moins donc du coup ça c'est pour les vendredis et pardon obligation d'être au bureau les lundis et jeudi à minima, voilà, et après ils organisent leur télétravail comme ils souhaitent. Si. Alors, on arrive à l'heure de fin, mais on peut prendre encore une dernière Bien sûr. question. Bastien, il n'a pas de réponse sur le télétravail, s'il y a Pardon. beaucoup de télétravailleurs chez eux. Bastien, je ne sais pas si tu as entendu. Si toi, par rapport à la question que tu posais sur le télétravail, si toi, tu as quelque chose à... Alors, nous, oui. Alors, nous, on a. Alors, je me rends compte qu'on est peut-être un peu à contre-courant, mais on a accentué le télétravail pour plusieurs raisons. Parce qu'on cherche vraiment encore plus de confort vie pro, vie perso et pour la planète aussi, puisque finalement, une des parties de notre bilan carbone est quand même les trajets jusqu'au bureau. Mais on est assez éparpillé sur le territoire, comme vous l'avez compris. Et du coup, ce qu'on fait, nous, on a quelque chose pour créer du lien parce qu'on veut rester humain et créer du lien dans l'entreprise. On fait des séminaires déjà d'équipe de 2 à 3 jours minimum tous les 3 mois. C'est-à-dire qu'on se voit vraiment. Souvent, on loue des endroits un petit peu en dehors des villes, un peu dans la nature, pour se retrouver et on crée une vraie ambiance d'entreprise, même si on n'est pas derrière les mêmes bureaux ou dans les mêmes bureaux en tout cas. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a des collabs qui sont arrivés il y a 1 an et demi où on avait déjà ça qui était en place, ces réunions. Et c'est impressionnant comme le fait d'avoir un certain nombre d'outils, plus ces réunions, etc., font que on a vraiment l'impression de se connaître, de travailler ensemble. Et finalement, les 3 minutes chaque jour à la machine à café sont largement compensées par les 3 jours ensemble à cuisiner, à travailler sur nos façons de collaborer, nos façons de coopérer dans l'entreprise. Voilà, c'est comme ça qu'on insuffle tout ça et du coup, ça n'a pas eu d'impact du tout sur le télétravail in fine. Mais vous le faisiez déjà avant les cours? On le faisait, il y avait moins de télétravail, il y avait 2 jours dans l'entreprise, maintenant on est à 1. Ah d'accord. C'était pas lié directement, mais depuis, entre-temps, on est passé à 1. D'accord. Bonjour, j'aurais une petite question aussi parce qu'on n'en a pas trop parlé, je crois. C'est l'impact de la mise en place de la semaine de 4 jours sur le nombre de congés et de RTT. Est-ce que chez vous, ça s'est accompagné d'une baisse des RTT accordés s'il y en avait, enfin, si les salariés y avaient droit, ou des congés, ou pas forcément? Alors nous j'ai vite vu, il n'y avait pas de RTT et ça n'a pas changé les jours de congé, pas d'impact sur les jours de congé. On a aussi essayé de choisir la conciliation pour qu'il y ait peu de modifications sur notre mode de fonctionnement. Voilà. Chez nous non plus, pas de RTT. Et au niveau des congés, en fait, on offre un jour de congé supplémentaire par année d'ancienneté, plus le fait que en fait, les salariés négocient, quand on négocie les revalorisations salariales, on renégocie aussi les congés. Donc, par exemple, j'ai un salarié qui doit être à 12 semaines aujourd'hui, 2 semaines de congé. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut aller faire de la moto. Et moi, je voulais vous demander aussi justement ce que ça change sur les salaires et sur les négociations salariales.
Parce que j'imagine que de fait, ça vous donne un levier sur la négociation salariale qui est que de toute façon, les salariés travaillent moins. Je pense en particulier à M. Delboul. J'imagine que vu que vous l'avez instauré dès le départ, c'était peut-être aussi particulier pour fixer les salaires. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter là-dessus? Alors, notre cas est un peu particulier parce que comme on travaille dans un métier de bouche, on a souhaité intéresser les salariés fortement au chiffre d'affaires, notamment les vendeuses qui sont sur les marchés. Et par effet de groupe, on a aussi intéressé les boulangers, les mécaniciens et les secrétaires. Donc en fait, chez nous, les gens sont mieux payés que dans une autre boulangerie. Mais en fait, on s'est aperçu que s'ils viennent chez nous, c'est surtout à cause du 4 jours et 10 semaines de congé. En fait, ils travaillent 165 jours par an. Ils ont 200 jours à la maison. C'est une chose extraordinaire dans le monde de la boulangerie-pâtisserie. Donc, c'est un effet de levier énorme, mais on n'a pas négocié des salaires à la baisse, puisqu'on a des salaires qui sont supérieurs à la profession. Et c'est un cas particulier, hein. On a commencé il y a 20 ans. Donc, ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Chaque année a apporté une amélioration pour en arriver au niveau que nous en sommes aujourd'hui. Mais c'est vrai que le recrutement, il se fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des listes d'attente dans les familles pour savoir quand la place va s'ouvrir chez les Bouleville. Je voulais juste donner aux journalistes une information. D'abord, remercier le CJD. Comme ça, je conclue ma partie pour ce partenariat et franchement, ce retour qui est très positif, qui va nous permettre de continuer à améliorer et à réfléchir sur le possible dans le cadre de cette expérimentation. Remercier l'ARACT aussi, qui bien sûr qui nous a accompagnés dans cette étude. Et merci à tous les dirigeants qui ont joué le jeu et tous ceux qui expérimentent. Et dire que ceux qui n'ont pas poursuivi l'expérimentation, on en apprend beaucoup. Ça, c'est très important pour nous. C'est un résultat et c'est un résultat positif. Et la dernière chose, c'est qu'on a une cité de l'économie des métiers de demain. C'est un lieu physique à Montpellier dans lequel il se passe des choses extraordinaires. Je vois que le gardois, il hoche la tête parce qu'il connaît bien. Et en ce moment, on a reçu, il y a des écrivains, des philosophes, des enseignants, chercheurs. Il y a vraiment beaucoup d'écosystèmes qui se mélangent pour réfléchir sur le futur du travail et le futur possible. Et on a en ce moment une philosophe qui s'appelle Gabrielle Alpern, qui est en résidence pendant 1 an, qui était en résidence et qui va remettre les résultats de son travail sur l'hybridation du travail et sur l'hybridation plus générale des écosystèmes. Et donc, c'est un travail assez profond, assez intéressant, dans lequel, bien sûr, viendront s'ajouter les briques qu'on est en train de faire avec. Voilà, donc c'est un travail colossal. Gabrielle Alpern, Cité de l'économie des métiers de demain. Et vous avez des conférences régulièrement, un programme avec qu'on appelle les longues vues. Voilà, vous verrez toutes les expérimentations. Merci, merci M. Abdillah, merci pour votre présence. Merci à tous pour votre présence aussi, pour l'expérimentation que vous avez mise en place. Merci Jean-Pierre aussi pour ta présence qui apporte un autre éclairage avec beaucoup plus de recul. Je pense qu'on peut conclure en disant qu'il n'y a pas une règle, une recette magique qui va fonctionner. Chaque cas est différent, chaque cas nécessite des adaptations, surtout du dialogue préalable avec l'ensemble des parties prenantes. Et pas juste les collaborateurs, mais effectivement, ça va avec les clients, ça va avec les partenaires, les fournisseurs, etc. Et je pense que c'est le plus important, c'est de dialoguer, de co-construire avec les équipes, co-construire peut-être avec les clients. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, il n'y a pas de recette magique. Chaque cas est différent. Et je pense que c'est ce qui fait que ça peut fonctionner plutôt que d'appliquer une recette à la lettre. Voilà, il faut adapter un maximum aux conditions de chaque collaborateur, parce que ça peut être effectivement, dans certains cas, un frein si c'est imposé, et dans d'autres cas, une vraie réussite. Et les cas de Jean-Pierre qui ont beaucoup de recul, les cas de Bastien qui ont aussi 2 ans de recul, et Émilie qui est en cours nous confirme que ça peut fonctionner. Je pense que c'est une belle avancée. Merci à tous. Nous, on est encore dispo à un moment si vous avez besoin. Encore une vingtaine de minutes avant la prochaine piscine. Oui, je rajouterais juste, si vous souhaitez avoir les coordonnées des différents dirigeants d'entreprise, je vois vous pouvez contacter Léo Tessier, qui est là, qui est notre chargé de relations presse et qui peut vous mettre en lien avec Jean-Pierre Émilie, Bastien ou d'autres. On a, comme vous verrez dans le dossier de presse, un certain nombre de dirigeants qui passaient la semaine prochaine. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci.
Merci. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Au au revoir, revoir. merci.